Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le point d'artiste de la rentrée avec les créations de l'été, ce que j'ai fait cet été, mes inspirations culturelles de ces 3 derniers mois et des objets que j'ai appréciés ces dernières semaines. Puisque la dernière vidéo de ce genre, c'était les essentiels de l'été, donc je vous avais montré quelques lectures et quelques objets que j'aimais bien. Mais du coup, il n'y avait pas toutes les inspirations, donc il y a des choses que je me suis notées depuis le mois de juin. Pour commencer le thé, j'ai commencé à sortir les tasses un petit peu automnales. Celle-ci vient de chez Anthropologie il y a 2 ans peut-être. Et à l'intérieur, c'est un thé noir qui s'appelle... Il me semble qu'il s'appelle Chai du Tigre de chez Kousmiti, mais je vous remettrai la référence exacte en description. Alors, commençons par les créations. Cet été, j'ai beaucoup travaillé en coulisses. J'avais pris mes vacances en juin, donc en juillet et août, j'ai travaillé. Mais j'ai beaucoup travaillé en coulisses, notamment pour mettre en cohérence tous les canaux de Café aux Étoiles. J'ai refait un peu l'esthétique, le site et tout ça machin. Mais surtout, j'ai travaillé sur la collection de papeterie créative de la rentrée qui sort bien, le 6 septembre à 18 h. Donc ça veut dire ce soir si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie. Et en fait, j'ai changé de machine à découper. Et du coup, j'ai refait les stickers et les choses comme ça pour la nouvelle machine. Ce qui me permet de vous parler en même temps d'un premier favori objet qui est cette fameuse machine à découper. Donc c'est une Silhouette Cameo 4. Avant j'avais une Cricut Maker si ça vous intéresse. La Cricut c'est devenu très compliqué. Bon, pour plein de raisons, je vous ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse, une petite vidéo ressource Cricut versus Silhouette et dans quel cas c'est intéressant. Moi, en tant qu'artiste qui peint mes propres illustrations, qui met en page mes propres stickers, je trouvais que la Cricut était beaucoup trop limitée dans ses options. Elle vous met beaucoup trop dans des rails en fait et vous donne pas assez de liberté avec vos créations. La Silhouette par rapport est beaucoup plus flexible, beaucoup plus libre. On peut choisir exactement où sont les contours de découpe, etc. Moi, ça m'a changé la vie dans la création de papeterie adhésive. Et donc cet été, j'ai refait, alors déjà j'ai refait toutes les collections, je sais pas si j'en ai là, j'ai refait toutes les collections essentielles. Comme là par exemple, vous avez un petit peu de la collection agenda de Café aux Étoiles. Donc c'est celle qui a le moins changé, c'est les planches, elles ressemblent vachement à ce que je faisais avant. Et ça c'est à peu près les mêmes que ce que je faisais avant. J'en ai profité pour faire aussi des choses un petit peu nouvelles. Ces 4 planches adhésives sur le motif de William Morris, qui sont des motifs qui sont aujourd'hui libres de droit en fait. J'ai repris des tapisseries libres de droit de William Morris pour les créer. Et donc du coup il y a des cercles, des carrés et des rectangles à bout arrondi pour décorer les différents journaux, etc. Et en fait ça c'est un truc que la Silhouette permet de faire que Cricut permettait pas de faire. C'est que comme je contrôle où ça découpe, ça découpe à l'intérieur des cercles. Donc comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de fond perdu, même s'il y a un tout petit peu de décalage dans la découpe. Je suis sûre que ça découpe bien que le motif et que vous voyez que le motif quoi. Et ça me permet d'en mettre plus aussi de visuels par planche. Donc c'est des planches taille passeport qui font 8 par 11,5 je crois centimètres. Donc je me suis amusée avec des trucs comme ça. J'ai aussi fait des cercles d'agenda. Je suis en train de les tester, enfin ça fait 3 semaines que je les teste dans mes propres journaux. J'ai aussi fait des cercles comme ça avec le même principe où ça découpe à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de marge et que c'est vraiment que le cercle avec la couleur, vous voyez. J'ai fait 2 tailles, 8 mm et 5 mm pour les cercles. Et 2 assortiments différents, donc celui-là qui sont des couleurs assez neutres, et il y a un assortiment avec des couleurs automnales aussi qui seront disponibles. Donc je me suis vachement amusée parce que la nouvelle machine à découper, elle permet des choses que celle d'avant ne permettait pas. Et bien évidemment, j'ai aussi créé la nouvelle collection automnale. J'ai créé 2 assortiments de planches ce coup-ci.
avec différents... alors c'est beaucoup des trucs que j'ai peints dans les années précédentes et il y a un peu des trucs que j'ai peints cette année. Et en fait cette machine là elle me permet de mettre davantage de visuel qu'avant sur une même planche de la même taille. Du coup je me suis vraiment fait plaisir avec les mises en page, ça m'a vraiment fait super plaisir. Pour le coup c'est, on va dire, une application de ma créativité que j'apprécie vraiment beaucoup, la création de papeterie. Surtout que moi-même qui adore, j'ai un bullet journal, j'ai un journal d'introspection, j'ai différents journaux créatifs que j'aime bien décorer avec des stickers. Du coup c'est un peu le rêve pour une fan de papeterie de créer ses propres stickers, et au moins je suis sûre de créer exactement ce que j'aime. Donc si nous avons des goûts similaires, si vous faites du journal aussi, sachez que toutes ces collections là sortent donc le 6 septembre, donc ça devrait être sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous souhaitez aller jeter un œil, c'est le moment ou jamais, parce qu'elle va être ouverte je pense pendant à peu près un mois, et après elle sera fermée pour le reste de l'année puisque je serai en congé maternité. Donc c'est un peu le moment ou jamais. Et je me suis aussi créé, alors ça c'est plus de l'expérimentation, des stickers indépendants sur du papier blanc satiné. Les autres c'est du papier semi-transparent qui donne un petit peu un effet aquarelle sur le papier. C'est-à-dire que vous voyez le dessin et vous voyez un petit peu la feuille derrière, comme si c'était une aquarelle qui avait été peinte sur le papier. Et là c'est différent, c'est un papier qui est complètement opaque et qui est plutôt satiné. Et en fait je me suis créé tous ces petits machins là pour décorer la couverture de mon bullet journal. Puisque j'ai opté récemment pour des carnets avec une couverture noire très simple, que je préfère finalement décorer moi-même, plutôt que de m'emmerder avec plein de couleurs différentes dont je finis par me lasser, etc. etc. Et du coup je m'étais dit que d'avoir un petit truc comme ça permettait d'avoir un petit visuel sur la couverture. C'est aussi le genre de truc qu'on peut mettre dans les carnets, il reste assez petit pour décorer l'intérieur aussi. Ou ça peut venir décorer une coque de téléphone ou des choses comme ça aussi. Je suis pas sûre que je les mettrai en vente parce que j'en ai pas beaucoup du papier blanc comme ça. Et j'aimerais bien trouver du papier qui soit étanche et qui permette, parce que ça prend l'eau, hein. Si vous mettez de l'eau dessus, l'encre elle c'est pas imperméable quoi. Donc je me demande si pour 2025 je vais pas proposer ce genre de sticker là avec du papier imperméable pour décorer les couvertures de carnet, les trucs comme ça. En attendant je me suis créé ça pour moi. Voilà. Et puis sinon j'ai pas mal peint cet été. J'avais amené ce petit carnet là d'aquarelle au format carte postale que j'ai emmené en voyage avec moi. J'avais une petite palette de voyage et en fait voilà, j'ai peint des trucs. J'ai peint des trucs, certains trucs qui se retrouvent après dans la papeterie, dans les lettres pour les mécènes. Parce que je sais pas si vous savez, mais j'ai une page Patreon qui permet de soutenir la production de ce genre de contenu gratuit. Et il y a il y en a 2 paliers, mais ça va bientôt être plus qu'un palier auquel j'envoie de la papeterie tous les mois. Avec une carte postale et justement des planches adhésives comme ça et des adhésifs indépendants comme ça. Ce qui permet aux personnes abonnées de recevoir un petit quelque chose tous les mois. Et moi qui adore justement tout ce qui est papier analogique et tout, j'adore préparer ces lettres tous les mois. Et donc certains de ces trucs-là se retrouvent là-dedans. Et d'autres, je les peins vraiment pour moi, quoi. Là par exemple, j'ai peint des champignons qui se sont retrouvés dans la collection automnale. Là. Mais il y a d'autres peintures qui n'ont pas du tout pour but d'être diffusées ou vendues. En fait, ce genre de carnet de croquis là, en plus comme c'est petit et je peins des petites choses, ça veut dire que je peux les peindre assez rapidement et avoir un sentiment de satisfaction et d'accomplissement assez immédiat, parce que en 1 heure je peux peindre 3-4 petits objets de ce type là, ou alors une composition un peu plus complexe. Et du coup ça me remet en selle, parce qu'en ce moment je suis en train de remettre en place des routines créatives dans mon quotidien, et en fait ça me remet en selle, ça remet du sentiment de satisfaction à la peinture. En même temps c'est assez facile et rapide, je suis plus d'avoir une endurance à peindre pendant des heures, je peux faire une session d'1 heure. Et pendant que je peins, je souhaite être dans un état d'esprit d'inspiration, d'enthousiasme, d'envie, de curiosité, d'apprentissage. J'ai pas envie d'être dans un état d'esprit de où est-ce que je vais la vendre, à qui je vais la vendre, etc. Je trouve que c'est important de séparer la créatrice, l'artiste,
de l'entrepreneur, la diffuseuse de l'autre. Parce que je trouve que si je commence à penser à ce que je vais en faire après, ça influence ce que je m'autorise à peindre ou pas. Donc du coup, il m'arrive de peindre des choses pour, par exemple, pour une capsule Patreon, parce qu'il y a la future capsule qui s'en vient. Mais quand je suis dans ce sketchbook, j'aime bien me dire que c'est un endroit un peu sacré où je peins ce que je veux comme je veux. Voilà pour ce que j'ai créé cet été. Puisque je vous ai parlé de la silhouette, je vais en profiter pour vous parler du reste des objets préférés que j'ai eu cet été. Il n'y en a pas 50. Hein. Il y a ce truc. Je pense que je vais pas réussir à le mettre en entier dans le champ parce qu'il est énorme. Alors ils appellent ça un coussin de maternité / coussin d'allaitement. C'est un truc que j'ai découvert dans le marketing de la grossesse, la maternité, les bébés, les machins comme ça. Et je trouve ça très dommage que cet objet soit cantonné au marketing des futures mamans ou des jeunes mamans. Parce que ce coussin m'a changé la vie. Je pense que tout le monde devrait connaître l'existence de ce genre de coussin et je pense que je continuerai à l'utiliser longtemps après l'accouchement et longtemps après que mon bébé n'ait plus besoin d'être allaité. Donc le principe de base, c'est censé être un truc qu'on fout autour de soi comme ça. Je sais pas si vous allez le voir dans le champ, mais bon. C'est un gros coussin en demi-lune qui se met autour du ventre comme ça, autour de la taille, quand on est assis dans le canapé. Et du coup, il y a les coudes qui reposent dessus. Là, c'est surélevé. Et vous pouvez par exemple lire votre bouquin comme ça, en gardant le dos droit, sans, j'ai la liseuse là, sans avoir à se pencher en avant pour lire sur les genoux. Et c'est pas que pour lire, vous pouvez mettre un téléphone, une tablette, même un ordi, vous pouvez mettre un tricot par exemple, je sais pas moi, enfin vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi. Si vous rajoutez un plateau un peu solide dessus, vous pouvez mettre des pièces de puzzle, vous pouvez mettre un loisir créatif. Et c'est dès que vous êtes assis en fait sur un fauteuil un peu large ou sur un canapé, les coudes ils sont soutenus, le dos il est droit. L'intérieur c'est des micro-billes, donc du coup il est hyper confortable, il s'adapte à votre ventre et à vos hanches, etc. autour. Évidemment que le principe, la façon dont c'est vendu, c'est que vous êtes censé poser le bébé là, pour qu'il puisse téter le sein là. Mais franchement, les usages sont tellement plus poussés que tout le monde qui a un canapé et qui fait des choses sur son canapé devrait être au courant de l'existence de ce truc. Et puis l'autre usage que ça a, c'est quand vous dormez sur le côté, le gros coussin en demi-lune, en fait, vous pouvez le mettre dans vos bras et entre les jambes. Et pour les gens qui dorment sur le côté et qui ont tendance à avoir peut-être un peu mal à l'épaule ou au trapèze, ou mal un petit peu au dos, d'être sur le côté et d'avoir la colonne vertébrale pas bien droite, tout ça machin, bah ce coussin-là, si vous le mettez en fait entre les jambes en relevant un petit peu les genoux et ensuite autour de soi jusqu'entre les mains comme ça, là, vraiment... genre on câline le coussin quoi. Bah, je dors comme ça depuis plusieurs semaines maintenant et d'un point de vue mal de dos, mal au lombaire, la colonne vertébrale machin, mais je dors tellement mieux qu'avant sur le côté, ça change la vie. Et après le troisième usage, c'est pour les gens qui ont tendance à avoir mal en bas du dos, c'est que vous pouvez le mettre à vos pieds en fait. Il est assez grand pour pratiquement mettre les cuisses à 90 degrés en fait et puis poser les mollets dessus pour pouvoir avoir le dos bien à plat quand vous êtes sur le dos. Donc allongé sur le dos pour se reposer, pour faire la sieste, pour dormir la nuit. Pour les gens qui ont des problèmes de dos. Enfin ce truc m'a complètement changé la vie. La marque que j'ai utilisée, attendez je vais l'enlever parce que c'est un peu trop confortable. Je vais m'endormir pendant que je filme. Donc la marque pour laquelle j'ai opté s'appelle Les Babilleuses, qui est une marque française où on peut choisir la housse de coussin en coton bio, etc. Machin. On peut aussi choisir le type de microbille qu'il y a à l'intérieur. Il y a des options qui sont plus ou moins écolo, tout ça machin. Et en plus ça permet de soutenir une entreprise française. Puis ça fait partie pour le coup des objets pour lesquels j'ai choisi de mettre un petit peu d'argent. Parce que très honnêtement, ce coussin ne risque pas de quitter ma vie. Et s'il y a seulement le côté
boudin de lecture qui vous intéresse mais que pour dormir la nuit c'est pas du tout votre truc, cette même marque, les Babilleuses, vend des coussins de lecture qui sont un peu plus petits du coup que ceux-là, mais qui ont cette fameuse fonction de pouvoir poser les coudes et pouvoir poser la liseuse devant soi. Donc franchement, même si vous n'êtes pas concerné par la grossesse, la maternité, l'allaitement, etc. machin, ce genre de coussin mérite d'être connu. Un autre objet que je me suis procuré dans l'été, c'est cette pochette qui contient tout un tas de papeterie. Alors la bandoulière, je l'avais déjà, je l'ai ajoutée, j'ai acheté que la pochette. Et en fait, elle a plein... Alors la marque, c'est Delphonics. Et ça s'appelle Utility Pouch for Carrying Tools. C'est en coton, c'est une taille M. Donc M, ça veut dire c'est à peu près A5. Et il y a la place de mettre un carnet A5 à l'intérieur. Vous voyez là, il y a mon carnet journal par le singe machin qui est rangé dedans. Et en fait, il y a des tas de pochettes extérieures, il y a des tas de pochettes intérieures. Et en fait, j'ai mis toute ma papeterie quotidienne dedans. Toute la papeterie dont je me sers pour tenir mon bullet journal et pour tenir mon journal. Avec les couleurs qui correspondent au mois. Là, on est encore en août. Donc, par exemple, j'ai encore le stylo plume bleu turquoise là, du mois d'août. Je vais bientôt le changer pour celui de orange de septembre-octobre. Et en fait, j'adore ce produit parce que, en fait, tout est à portée de main. Du coup, soit pour les gens qui ont un petit espace et qui sont obligés de tout ranger à chaque fois après, qui peuvent pas avoir un bureau avec toute la papeterie bien mise comme il faut. Ou pour les gens qui, comme moi, pratiquent le journal à différents endroits de la maison en fonction du moment de la journée. C'est-à-dire que le matin, je fais ça ici. La journée, quand je travaille, je fais ça à mon bureau en bas où il y a l'écran de PC, etc. Il peut m'arriver de faire ça le soir dans mon lit. Voilà, il y a plein d'endroits dans la maison et je pense que une fois qu'on aura un troisième individu qui va vivre avec nous, ben faudra que je m'adapte et il faudra que je puisse avoir 5 minutes pour écrire ici et là facilement plutôt que de devoir me poser sur un bureau en particulier. Et en fait, ça a vachement aidé à la... Parce que j'ai passé tout l'été à réinsérer mes routines de journal dans mon quotidien. Et le fait d'avoir cette pochette qui contient tout. Et puis du coup, quand je pars en voyage, c'est trop bien parce que je peux directement emmener cette pochette là, éventuellement en enlevant la bandoulière si elle prend trop de place. Je peux vraiment tout emmener d'un coup, c'est ultra portable, ultra facile. Et ça, pour maintenir des habitudes, maintenir des routines, c'est hyper important que les outils que vous utilisez pour ces pratiques-là soient faciles d'accès. Et enfin, un dernier objet que j'ai beaucoup utilisé cet été et que j'adore, c'est mon bullet journal a été passé en format A6 Pocket. Donc j'ai retrouvé, enfin j'ai juste acheté en fait, ça c'est un carnet Leuchtturm 1917 format A6 Pocket, donc 9 par 15 cm. Tout le reste c'est des trucs que j'avais déjà, donc ça c'est une pochette Paper République, enfin une couverture Paper République qui s'appelle Grand Voyageur. La couleur c'est vert kaki, je l'ai depuis 7-8 ans donc elle a bien patiné. Et à l'intérieur j'ai aussi une pochette en craft qui contient les stickers et tout ça, qui vient aussi de chez Paper République et que j'ai aussi depuis 7-8 ans. Donc j'ai vraiment juste acheté le carnet lui-même. Mais ça fait 1 mois que je l'utilise. Là j'en ai acheté un tout petit pour tester pour le mois d'août. Donc ça fait 1 mois que je l'utilise et j'en suis absolument ravie. Je me suis rappelé que avant l'arrivée du bullet journal à la mode, moi j'ai commencé à utiliser le bullet journal en 2016. Avant l'arrivée du bullet journal, j'avais des agendas, des planeurs, des machins comme ça et c'était toujours des formats poche en fait, des formats A6 ou des formats un peu étroits. Voire une année, je me rappelle, c'était même du A7 pour pouvoir mettre dans le sac. Et en fait, depuis 8 ans, mes bullet journaux, c'est plutôt format A5, des fois un peu B6. Mais je pense que j'ai un peu copié le fait que le bullet journal, le carnet de base, c'est un carnet au format A5. Mais je me rends compte qu'en fait, pour planifier ma vie, pour mon carnet du quotidien, avec des petits souvenirs rapides,
des archives, un petit poème, des petites notes par-ci par-là, etc. Ben, le plus important pour moi c'est qu'il soit compact et que je puisse le mettre dans mon sac. Et en fait je me rends compte qu'un format A6 me convient beaucoup mieux qu'un format A5 ou même B6. Donc on en reparlera dans la vidéo bullet journal que j'ai prévue pour vous au mois de septembre, où on installe aussi le thème d'automne et tout ça. Mais sachez-le, je suis passée au format pocket et j'adore. Enfin, pour terminer cette petite vidéo inspiration, favoris, machin, j'ai toute une petite liste de favoris culturels à partager avec vous. On va commencer par la série télé, il n'y en a qu'une. C'est la saison 3 de Bridgerton sur Netflix, je pense que ça n'étonne personne. J'avais beaucoup aimé les 2 premières saisons et le spin-off entre guillemets autour de la reine Charlotte. Ça m'avait beaucoup plu, je trouve que c'est une série qui... Déjà c'est la série qui m'a fait découvrir le genre entre guillemets romance-régence moderne, parce que je connaissais Jane Austen, qui est un peu la première à l'avoir fait puisqu'elle a écrit ses livres à l'époque de... Enfin, entre les années 1790 et 1815, elle a vécu à cette époque-là. Mais en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il y a tout un genre qui a été créé à la suite de ça, qui s'appelle les romances régences, ou les romans historiques de l'époque de la Régence, et qui tournent autour de la noblesse de l'époque, de mariage arrangé, de trouver l'amour alors qu'on est censé se marier pour des raisons politiques et entre gens de la même classe sociale, etc. etc. Et donc Bridgerton à la base c'est une série de livres que je n'ai pas lu et où j'ai entendu qu'ils sont moins bien que la série, enfin que la série a vraiment amélioré les choses par rapport au livre. Du coup je préfère rester sur mes bonnes impressions de la série et j'ai choisi de ne pas lire les livres. Et donc là la saison 3 est sortie autour de Penelope et Colin, qui sont 2 personnages qu'on a vus dans les saisons 1 et 2, qui étaient des personnages secondaires dont on a déjà connaissance si on a vu les saisons précédentes. Et puis c'est un petit peu le principe de ce qu'ils appellent Friends to Lovers, donc de amis à amoureux, puisque Penelope et Colin ont entretenu une amitié qu'on a vue dans les saisons précédentes. Et c'est toujours intéressant de voir des personnages secondaires avoir leur propre saison et voir comment les scénaristes approfondissent un petit peu leurs personnages et leur évolution personnelle, etc. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que les 2 personnages s'étaient bien trouvés. Toute l'évolution autour de Penelope, je vais pas vous spoiler parce que si vous n'avez pas vu la série du tout, il y a quand même des choses qu'on ne sait pas du tout dans la saison 1, donc je vais pas vous les révéler. Mais j'ai trouvé que le cheminement personnel de Penelope était vraiment hyper intéressant, parce qu'il y a quand même un courant sous-jacent féministe, hein, que les femmes c'est compliqué pour elles n'ont pas de pouvoir dans cette société-là, elles n'ont pas d'argent, elles héritent de rien, et dans la saison 1 en fait, la famille de Penelope, les Featherington, vivent pas mal de difficultés par rapport à ça, à leur situation financière. C'est quelque chose qui est assez récurrent en fil rouge dans la série. Donc là c'était vraiment intéressant d'avoir sa saison à elle. La romance m'a un peu moins plu parce que moi le côté de ami à amant c'est un truc qui me plaît un peu moins. Je trouve que c'est un peu gênant quand on a l'habitude d'avoir des personnages qui sont amis, de les voir devenir intimes physiquement. Moi ça me gêne un peu. Je sais pas, je trouve qu'on a l'habitude de les voir en amis et pas de les voir attirés physiquement l'un par l'autre. Donc ça m'a un petit peu moins enthousiasmé que les romances qu'il y avait dans les saisons précédentes. Mais en fait je trouve que la série elle a tellement donné vie à tous ces personnages que c'est quand même un plaisir de retrouver tout le monde, de retrouver tout cet univers. C'est pas juste un couple en fait, c'est vraiment tout un univers qu'on retrouve. Et puis en plus il y a un choix de direction artistique qui est très très clair, hein. C'est-à-dire que c'est historique mais il y a aussi beaucoup de libertés stylistiques qui sont prises dans les décors, dans les vêtements, dans les choses comme ça. Et on voit depuis la saison 1 qu'ils ont plus de budget aussi. Et du coup c'est un vrai régal pour les yeux je trouve. Qu'on aime ce style ou pas, moi je m'habillerai pas en Bridgerton et je mettrai pas de la déco Bridgerton chez moi, mais d'un point de vue artistique et esthétique, je trouve que c'est une série qui est hyper agréable à regarder. Voilà, donc la série que j'ai vraiment appréciée cet été, c'est la saison 3 de Bridgerton. Ensuite, le reste, c'est des livres. Donc j'ai fini par finir de lire, j'ai fini de le lire fin mai, début juin, je crois.
Travail utile, fatigue inutile, donc des essais de William Morris traduits en français. Ce petit bouquin-là, publié par Payot Rivage, Rivage Poche, avec une préface de Thierry Gilliboeuf, contient 3 essais de William Morris. Un essai qui s'appelle Travail utile, fatigue inutile, à propos du travail et de ce que c'est qu'un bon travail pour un être humain et un mauvais travail pour un être humain, qui parle de l'exploitation des salariés, de ce genre de trucs-là. Il y a un deuxième essai qui s'appelle Pourquoi je suis devenue socialiste, ou Comment je suis devenue socialiste, qui date de 1894. Donc le premier, Travail utile, fatigue inutile, date de 1884 en conférence orale et qui a été publié à l'écrit en 1886. Deuxième essai, Comment je suis devenue un socialiste, date de 1894. Et le troisième essai que je n'ai pas lu sur l'architecture gothique, parce que ça m'intéresse pas, il a été publié en 1893. Donc moi j'ai lu que les 2 premiers essais sur les 3. Je vous reparlerai de la notion de travail utile et de ce que William Morris considère comme un travail utile dans une vidéo dédiée, parce que je trouve ça hyper intéressant. De manière globale, ce que je trouve intéressant, c'est que c'était quand même un bourgeois anglais, de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est quelqu'un qui venait d'une certaine classe sociale, qui était également artiste parce que c'est lui qui a conçu ce genre de visuel-là. C'est le même monsieur dont j'ai utilisé les visuels pour faire les stickers que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le même gars. Voilà, donc il faisait des... En fait, il a... Je sais pas s'il a lancé ou s'il a popularisé, participé au mouvement Arts and Crafts, qui est un peu l'ancêtre de l'art nouveau. Et il a fait beaucoup de motifs qui sont devenus des tapisseries, des choses comme ça. Et c'est hyper intéressant d'avoir accès à sa pensée politique en tant que bourgeois, mais aussi en tant qu'artiste, puisque du coup son approche de la question du travail, c'est une approche qui est vachement liée à la création, l'artisanat, le plaisir de créer des choses, etc., etc., qu'on retrouve pas forcément dans d'autres discours socialistes de cette époque. Et puis j'ai trouvé intéressant de voir un petit peu à quoi ressemblait le socialisme tel qu'il voulait dire en fait à la fin du 19e siècle, avant la révolution russe, avant le communisme, avant tous ces trucs-là. C'est hyper intéressant. J'ai lu un deuxième livre de non-fiction dans l'été qui s'appelle The Death of the Artist, rien que ça, La mort de l'artiste par William Deschirévitch, quelque chose comme ça. Je vous en avais parlé en début d'année parce que j'avais en fait repéré 2 livres autour de l'art. Un livre plus individuel avec des conseils commerciaux qui s'appelle Art Money Success, dont je vous ai parlé en début d'année, je l'ai lu en début d'année. Et je tenais à lire un pendant plus sociétal, plus global, autour du marché de l'art, du marché culturel, et autour de la situation économique des artistes. Vous voyez, on est encore dans quelque chose d'un petit peu politique, social, économique, sociétal, etc. Avec The Death of the Artist, la mort de l'artiste donc, qui parle davantage de la condition des artistes de manière commune, de manière globale, plutôt que de donner des conseils individuels à un artiste pour développer sa créativité. J'ai trouvé le livre ultra intéressant parce qu'il développe tout un tas de sujets, les effets des nouvelles technologies, du numérique, du piratage, des géants du numérique, des trucs d'accès illimité type Netflix et Spotify et compagnie sur les artistes qui créent ces œuvres artistiques-là. Il parle du rapport entre les artistes et l'argent, le côté culturel versus les impératifs économiques. Alors c'est un américain, du coup ça reste très centré sur l'économie américaine, mais je pense que ça reste très très pertinent en dehors du continent américain, dans une large mesure. Il parle de l'éducation artistique en fait, hein, des écoles d'art, de ce que ça coûte, des dettes d'étudiants, des choses comme ça. Voilà, il aborde vraiment tout un tas de sujets hyper intéressants. Il y a même au milieu du livre des moments où, enfin, un chapitre qui consacre à plusieurs types d'art en particulier. Donc je crois qu'il parle d'écriture, il parle de musique, il parle d'art visuel, et il parle de films, séries, cinéma, audiovisuel, ces trucs-là. Après moi, il y a un sujet sur lequel je suis en profond désaccord avec lui dans ce bouquin,
c'est qu'il estime que la créativité qu'il juge amatrice n'a aucune valeur. Il estime que créer, c'est l'apanage des vrais artistes qui consacrent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à développer leur art, à développer leur talent, à développer leur style, à développer leurs compétences et à faire ça de manière sérieuse, à temps plein, et qui créent des choses qui ont une vraie valeur artistique parce qu'il y a à la fois la technique, l'inspiration, l'intention, le style, etc. Et il estime que tous les gens qui font de la créativité du dimanche, il ferait mieux d'aller faire un barbecue avec leurs voisins plutôt que de créer. Littéral, hein, il y a un paragraphe où il dit ça, où il dit aux gens que plutôt que de créer, il ferait mieux de dépenser leur argent pour acheter de l'art auprès de vrais artistes et puis plutôt d'aller boire un coup avec leurs copains. Moi j'ai trouvé ça ultra condescendant, j'ai trouvé ça ultra décourageant et je suis en très profond désaccord avec ça. Après ce mec là je crois que c'est un critique artistique donc je suis pas étonnée qu'il ait été contaminé par l'élitisme de ce milieu. Hein. Mais moi justement j'ai tendance à, comment dire, au contraire à dire que la créativité c'est quelque chose d'universel, que c'est pour moi un droit inaliénable de l'être humain et qu'on a le droit de se faire plaisir à créer même si on n'a pas le temps de développer des compétences techniques pointues. Même si ce qu'on crée c'est pas forcément terrible d'un point de vue école d'art, machin gna gna. Mais j'estime que toutes les créations méritent d'exister. Donc il y a ce sujet en particulier où il y a un vrai clash de valeurs entre lui et moi. Maintenant pour le reste, je trouve que c'est hyper intéressant, hyper pertinent. Le livre a été publié en 2020, ce qui fait qu'il n'y a pas de question d'IA générative et qu'il n'y a pas de question de Covid et de confinement et d'art à distance et tout, ce qui parle beaucoup du réseau en fait, et qu'il faut être dans les grandes villes pour faire partie du réseau, pour pouvoir émerger en tant qu'artiste. Donc ça fait partie des difficultés, parce que dans les grandes villes en question, il parle de New York, de Los Angeles, c'est des villes qui coûtent très cher à vivre. Donc je serais intéressée de savoir un petit peu comment son discours a évolué en 5 ans, après avoir vécu du coup le confinement et l'explosion de choses plutôt en ligne, et surtout l'arrivée des IA génératives, parce qu'il y a un chapitre où il explique que pour lui le futur de l'art ou la situation actuelle des artistes c'est qu'ils deviennent des producteurs de création artistique, que ce soit pour, par exemple, pour des maisons de disques ou pour Hollywood, par exemple, pour les séries télé, pour les grands éditeurs dans le cas d'écrivains. Sauf que maintenant, les IA génératives, elles font du travail de production artistique. Alors, c'est discutable. On en reparlera, je sais que vous avez été plusieurs à me demander ce que je pense des IA. En tant qu'artiste, je pense qu'il y aura une vidéo là-dessus à un moment donné qui va arriver. Mais le fait est que les IA génératives sont un outil qui génère, qui produisent des créations, quelle que soit leur valeur artistique, etc. Et du coup qui pique un petit peu ce dernier rôle qu'avait l'artiste d'être producteur. Et du coup je serais intéressée de savoir ce que ce fameux William Descherevich pense de ça, pense de cette évolution-là, d'un point de vue macroéconomique pour les artistes et les métiers d'art. En tout cas, lecture super intéressante si ces sujets-là vous intéressent. Et enfin, je termine avec les livres de fiction que j'ai bien aimés cet été. Il y en a plusieurs. Alors au mois de juin, j'ai beaucoup aimé 2 livres que j'ai lus quand j'étais à Gruissan. Le premier c'est The Tainted Cup par Robert Jackson Bennett. C'est un livre de fantasy, science-fiction, on sait pas trop où le classifier, mais en tout cas ça se passe sur une planète qui n'est pas la nôtre, dans un monde imaginaire, dans un empire qui a colonisé un continent, et en fait dans l'océan il y a des léviathans qui sont des énormes animaux, qui avaient un peu un espèce de chemin, qui avaient l'habitude de rentrer dans ces terres-là pour aller jusqu'à un endroit, etc. Et puis qui du coup, ils détruisent un petit peu les terres colonisées, quoi. Et ce qui fait que du coup, ils ont mis des espèces d'énormes digues le long des côtes. Et puis il y a tout ce truc-là où l'Empire, il est conçu autour de créer des ressources pour pouvoir repousser ces léviathans et les empêcher de détruire les villes, les champs, etc.
et ils ont des technologies basées sur la biologie. Donc par exemple c'est des espèces de champignons qui servent de climatiseur l'été pour refroidir la température dans les pièces. Il y a des modifications corporelles, génétiques, ce genre de trucs là. Donc leur évolution technologique n'a pas été dans la mécanique mais dans la biologie en fait. Et dans cet univers là, on suit une enquêtrice qui fait partie de l'espèce des autorités policières impériales du canton quoi, et son assistant, qui sont très très réminiscents de Sherlock Holmes et Dr Watson, hein, ça fait beaucoup penser à ça. Ils sont tous les deux neuroatypiques. L'histoire se passe du point de vue de l'assistant. Et tout commence par un meurtre d'ordre biologique, un pauvre type qui a un espèce d'arbre qui lui a poussé dans la cage thoracique, il en est mort. Et c'était clairement un assassinat, et donc on a tout ce mystère qui vient se créer autour de cet univers de fantasy. Et j'ai adoré ce mélange en fait, entre univers complètement différent, ultra imaginatif, et une enquête vraiment whodunit à la Sherlock Holmes. Et j'ai trouvé que l'auteur arrivait très bien à nous présenter son univers, à nous présenter ses technologies, la situation sociopolitique, etc. pour qu'on soit capable de suivre l'enquête aussi bien d'un point de vue les motivations des suspects, donc là plus le côté sociopolitique et tout ça, que du côté armes du crime, etc. où là on va plus rentrer dans les technologies biologiques et compagnie quoi. Avec tout ce truc un peu attaque des titans derrière là, avec ces léviathans. C'est vraiment un mélange incroyable et j'ai passé un excellent moment. Je me rends compte que j'aime beaucoup les livres qui mélangent plusieurs genres. Là le côté fantasy plus Sherlock Holmes, j'ai vraiment kiffé. Deuxième lecture que j'ai beaucoup kiffé quand j'étais à Gruissan au mois de juin, c'est The Adventures of Amina Al-Sirafi, donc les aventures d'Amina Al-Sirafi, par Shannon Chakraborty, où là on est dans autre ambiance, c'est de l'historique avec du surnaturel. Ça se passe au XIIIe siècle, avec une nana pirate dans, je crois que c'est l'océan Indien, où on suit les côtes africaines, il y a Madagascar, tout ça, et les côtes du Moyen-Orient, du Yémen et tout ça. En plus c'est une héroïne qui a plus de 40 ans, donc ça c'est assez inhabituel. Donc j'ai beaucoup aimé la maturité du livre, et le fait qu'on aborde des sujets qui sont peu abordés en fiction, avec des héroïnes qui sont non seulement des femmes mais un peu plus âgées. Là en plus elle est mère, elle a une enfant de 10 ans, etc. Je trouve ça ultra intéressant. Et en gros ce qui se passe c'est que jusqu'il y a 10 ans c'était une pirate, ou en tout cas une capitaine indépendante de vaisseau qui était très connue. Et elle a eu sa fille il y a 10 ans, elle a raccroché cette carrière là pour protéger sa famille. Et il se passe des choses qui font qu'elle est amenée à reprendre la mer et à reconstituer son équipage de l'époque. Et il y a tout un mystère autour de qui est le papa de sa fille, tout en ayant en même temps le mystère de la... En fait c'est une adolescente qui disparaît et c'est sa grand-mère qui a beaucoup d'argent qui engage Amina pour la retrouver. Sauf que ça la met en relation avec des personnes dangereuses, etc. Donc elle repart à l'aventure à 45 ans, c'est hyper intéressant. Et il y a tout un aspect surnaturel, avec des esprits, des djinns, des machins comme ça. Enfin c'est pas juste du fantastique, hein, les êtres surnaturels existent. Donc c'est un mélange qui est hyper intéressant. C'était une aventure qui était parfaite pour l'été, puisqu'on la voit avec son bateau qui découvre plein d'endroits, etc., etc. Des endroits réels et des endroits fictifs, tout en étant dans un contexte historique. Je me suis régalée. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé dans un autre genre, mais qui est aussi très imaginatif, qui s'appelle King of Swords par Emi Kuivalainen. Je vous avais déjà parlé de cette autrice sur un truc d'urban fantasy avec un sorcier, tout ça qui se passait à Melbourne. Là, c'est fantasy futuriste. Ça se passe à Venise, 200 ans dans le futur, mais dans un futur où la magie est réapparue sur Terre. Donc c'est un futur très fantasy. Donc il y a un côté un peu technologique, les mecs ils ont des jeans, ils ont des téléphones portables ou équivalents téléphones portables, ils ont de la technologie, etc. Et en même temps,
ça se passe à Venise, donc c'est la République de Venise en fait, avec la réémergence de la magie, les pays et les structures politiques ont été complètement réorganisés par rapport à notre monde. Donc ça se passe à la République de Venise, et puis la République est dirigée par 4 factions avec 4 rois. Et en fait, King of Swords, donc le premier, le roi des épées, c'est le premier de 4 rois qu'on va avoir dans 4 bouquins en fait. C'est une série de 4 bouquins. Et qui sont pas... Ils ont de la magie quoi. Enfin là, le premier roi, c'est en fait un Shedou, ça veut dire qu'il se transforme en espèce de lion qui a des ailes. Et puis il y en a un, c'est un djinn de feu. Il y en a un, c'est un pirate qui est aussi un serpent de mer, enfin qui se transforme en serpent de mer. Et le quatrième, c'est un humain, mais qui est un sorcier qui a des pouvoirs magiques. Donc vous voyez, la République, elle est un peu dirigée par des êtres magiques en fait. Et il y a tout ce côté vénitien. L'héroïne, c'est une illustratrice de cartes de tarot. Et le bouquin, il commence sur un bal masqué. Donc vous voyez, il y a tout ce côté un peu renaissance italienne, mais en même temps un peu futuriste. Enfin, elle a créé un univers que je trouve absolument formidable. Et elle a mélangé 2 genres qui sont, donc il y a un côté mystère-aventure, un peu à la urban fantasy, puisqu'il y a des personnes qui pratiquent la magie, mais qui sont de classe sociale plutôt modeste, qui disparaissent. Et elle a sa meilleure amie qui disparaît, et elle veut enquêter dessus. Et elle tombe sur l'héritier de la... je sais plus comment ils appellent ça, là. C'est pas une reine, mais c'est une conseillère ou une je sais pas quoi, donc qui dirige les espèces de lions avec des ailes là, et elle tombe sur son fils pendant le fameux bal masqué. Ils ont un coup d'un soir tous les deux et ils recroisent la route l'un de l'autre plusieurs mois après, et ils se retrouvent à collaborer sur cette enquête, tout en ayant une histoire romantique qui se crée entre les deux. Donc c'est un mélange entre aventure de fantasy science-fiction, mystère, suspense, machin, et romance. Et c'est un mélange qu'elle arrive à faire avec brio. J'ai adoré. J'ai lu le tome 2 depuis, je l'ai pas noté, mais j'ai lu le tome 2 depuis, que j'ai adoré aussi. Enfin, deux nouvelles lectures aussi que j'ai beaucoup aimé cet été. Une nouvelle autrice que je connaissais pas du tout, mais dont le booktube anglophone parle beaucoup, qui s'appelle T. Kingfisher, qui fait beaucoup de fantasy et beaucoup de novellas en fait, beaucoup de romans courts. Et elle a plusieurs sous-genres, elle fait un peu du conte de fées, elle fait un peu de la fantasy un peu horreur, et elle fait un petit peu de la romance. Et là j'ai lu un bouquin d'elle qui s'appelle Paladin's Grace, donc la grâce du paladin. Je sais pas s'il existe en français, comment elle a été traduite, parce que c'est un jeu de mots, puisque le héros est un paladin, mais l'héroïne s'appelle Grace, et la grâce c'est aussi la grâce divine. Donc la grâce du paladin, c'est aussi la grace du paladin, je sais pas comment ils traduisent ça en français, enfin bref. Et c'est une fantasy, une romance un petit peu cosy dans un univers de fantasy qui est par ailleurs sombre. Et c'est un mélange que j'ai trouvé hyper intéressant. Et moi ce qui m'a plu, c'est le côté un peu cosy de la romance. Les deux héros sont un peu plus âgés, ils ont la trentaine. Et ils sont tous les deux très maladroits avec tout ça. Ils veulent bien faire, mais ils sont pas du tout à l'aise dans leur propre basket par rapport à tout ça. Lui, c'est un paladin dont le dieu est mort. Donc c'est vraiment de la fantaisie classique, si vous connaissez un petit peu les trucs de fantaisie à la Donjons et Dragons, etc. Le paladin, c'est la classe de guerriers divins qui tirent leur pouvoir de la vénération d'une divinité. Donc là, cet univers-là, elle a repris cette idée. Sauf que son dieu est mort, et ce sont des paladins berserkers, ça veut dire que c'est des paladins qui ont des pouvoirs de rentrer dans des rages et d'avoir beaucoup plus de force quand ils sont dans des rages. Et lorsque leur dieu est mort, ils sont un peu devenus fous. Et il a été pris en charge par un monastère de l'ordre du Rat, qui est un ordre pacifique avec des diplomates, des avocats, des guérisseurs, etc. Et lui et plusieurs de ses compagnons de ce même dieu qui est mort ont été pris en charge par ce monastère pour guérir en fait. Donc il y a tout un côté guérison du cœur et de l'âme autour de tout ça. Et il rencontre une jeune femme qui s'appelle donc Grace, qui est une parfumeuse. Du coup ça c'était très intéressant aussi de voir un petit peu ce métier artisanal de la parfumerie médiévale quoi.
Donc leurs routes se croisent et de là s'ensuit un certain nombre d'aventures. Ils se retrouvent embarqués dans des histoires politiques pour lesquelles ils sont pas du tout équipés ni l'un ni l'autre parce qu'ils sont tous les deux assez naïfs, assez honnêtes, c'est pas du tout des politiciens, ils ont pas du tout ce genre de personnalité là quoi. Et c'est vraiment, ils sont hyper attachants tous les deux, c'est vraiment intéressant. Alors quand je dis que c'est une romance un peu cosy, je vous préviens, l'univers de fantasy n'est pas cosy. Il y a un tueur en série qui laisse des cadavres décapités, etc. Il y a des gens qui meurent, il y a des histoires d'assassinats, etc. Enfin, l'univers qu'elle a créé en lui-même, c'est un univers de fantasy qui est adulte, qui est assez sombre, qui a des aspects assez violents. Les deux personnages principaux, ils ont un passé qui est pas tout rose. Donc on peut pas dire que ce soit de la fantasy cosy. Par contre, moi j'ai trouvé que les deux personnages, ils sont vraiment mignons. La manière dont ils interagissent entre eux, la manière dont leur relation évolue, j'ai trouvé ça vraiment mignon quoi. Donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Dernière lecture que j'ai appréciée cet été, c'est la série Robin Page par Annette Marie. Donc je vous en ai déjà parlé de cet univers-là, puisque j'étais déjà en train de lire une autre série d'elle qui s'appelle, en français ça doit être Tori Dawson, puisqu'en français les éditeurs ils donnent le nom des héroïnes à ces séries d'urban fantasy. En anglais c'est l'univers Guild Codex. Et donc moi j'avais déjà lu, ou je suis en train de lire la série Spellbound avec Tori Dawson. Et là en fait il y a une série spin-off qui s'appelle Demonized en anglais et Robin Page en français. Donc c'est de l'urban fantasy d'aventure avec des magiciens qui sont rangés dans des guildes et qui acceptent par exemple des contrats type truc à gage, etc. machin. Et là dans celui-là, Robin Page en fait elle est issue d'une famille de mythiques, donc de gens qui ont des pouvoirs magiques, mais elle n'a pas du tout été entraînée par rapport à ça. Ses parents l'ont au contraire mise en garde, lui ont dit de pas trop pratiquer sa magie, donc elle fait partie d'une guilde dormante, c'est-à-dire une guilde de gens qui ne pratiquent pas du tout leur magie. Elle a très peu de connaissances dans tout ça, sauf que ses parents meurent, elle est prise en charge par son oncle, et elle découvre que non seulement sa famille, ce sont des contracteurs de démons, c'est-à-dire des invocateurs de démons, où ils passent des contrats de 50 pages avec le démon. Il y a un côté avocat, légal, tout ça qui est assez intéressant. Et en fait, ça relie le démon avec son contractant, et le contractant a le pouvoir absolu sur le démon, mais par contre, quand il meurt, le démon peut récupérer son âme pour rentrer dans son monde, parce que dans cet univers, les démons, en fait, c'est pas ça démon, mais en fait, c'est des créatures qui viennent d'une autre dimension quelque part, et que les contractants viennent invoquer dans notre monde pour les attacher aux contractants, pour pouvoir s'en servir de soldats, quoi, quelque part. Et donc Robin découvre qu'en fait sa famille est une famille de contractants et qu'en plus son oncle a invoqué un démon de manière complètement illégale parce que comme c'est dangereux, hein, les démons sont hyper dangereux, s'ils sont laissés en liberté ils tuent tout le monde. Donc du coup c'est une profession qui est extrêmement réglementée par les guildes et elle se rend compte qu'il y a des trucs un peu illégaux, un peu bizarres. Et de fil en aiguille il se passe des choses qui font qu'elle se retrouve attachée à un démon. Qui est le deuxième personnage principal de l'histoire, et elle va essayer de s'en sortir à partir de là. Et donc il y a un démon en liberté qui vient tout casser, ça c'est quelque chose qu'on avait vu dans un des bouquins de Tori Dawson, où on l'avait vu de son point de vue à elle, où justement il y avait un démon en liberté, etc. Bah là c'est concomitant en fait, ça se passe au même moment avec le même démon en liberté, sauf qu'on voit ça du point de vue de cette fameuse Robin Page, qui se retrouve attachée à un démon et qui doit vivre avec ça. Alors j'ai lu 2 tomes sur les 4, il y a 4 tomes dans cette série spin-off, j'en ai lu 2. J'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles aux 2 tomes. Donc il y en a un qui s'appelle... Non, je les ai pas notés. J'ai pas noté les titres, c'est pas grave. Ils sont sur Kindle Unlimited en anglais, je crois qu'ils sont sur Kindle Unlimited en français aussi. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que l'héroïne est beaucoup plus introvertie que Tori Dawson. Donc elle est très timide, elle est très renfermée, très introvertie, moi j'aime bien ce genre de personnage. Et puis ça change des héroïnes d'urban fantasy qui sont très combattantes, qui ont des fortes personnalités, vous voyez, genre Kate Daniels, Tori Dawson, elles sont comme ça. Là ça change un petit peu, je trouve ça cool. Et surtout c'est le personnage du démon que je trouve incroyable.
puisqu'il connaît rien, enfin il arrive, c'est la première fois qu'il arrive dans le monde des humains, donc il y a des incompréhensions culturelles entre les deux. Et moi j'adore ce genre de personnage qui est un peu hors de sa culture et qui essaye de comprendre la culture dans laquelle il est. Le côté difficulté de communication, difficulté culturelle, etc. c'est hyper intéressant. Et ils sont dans un lien qui est très particulier parce qu'ils sont liés l'un à l'autre, mais de manière assez particulière. Lui, il a beaucoup plus de force physique et de pouvoir qu'elle. Elle est physiquement très faible. Et la dynamique entre les deux personnages est vraiment intéressante et je trouve que c'est ça qui fait la force de cette série. Voilà, je sais pas si vous entendez, mais depuis le début du tournage, entre-temps, il s'est mis à pleuvoir. Je sais pas si vous entendez la pluie qui bat contre la verrière derrière vous. Mais je pense que je vous ai blablaté pendant encore 45 minutes, donc il est temps de mettre fin à cette vidéo d'inspiration et favoris, point d'artiste de la rentrée. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.